Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinérama. Comme d'habitude, on va vous parler des 2 films marquants de la semaine et de nos petits coups de cœur au cinéma ou chez soi. Avec moi pour en discuter cette semaine, Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Samuel. Donc, nous allons parler de 2 films français, La Belle et la Belle de Sophie Fillière et Chien de Samuel Benchetrit. Alors on démarre tout de suite avec La Belle et la Belle de Sophie Fillière. Une comédie intello, on peut dire, et gentiment fêlée. Oui. Alors, il ne faudrait pas que les gens, du coup, se disent « Oh là là, intello Voilà, bon, une comédie intelligente et franchement fantaisiste. Voilà. Et même un peu fantastique. Un peu fantastique. Un peu fantastique, puisque l'argument de cette comédie, c'est une femme de 45 ans, interprétée par Sandrine Kiberlin, qui en fait rencontre son double avec 25 ans de moins, en fait. 25 ans de moins, qui est joué par Agathe Bonitzer. Oui, c'est Margot qui rencontre Margot. Voilà. Alors au début, tiens, on a le même prénom, ah tiens, on prend le même train à la même heure, tiens, mais je connais ton numéro de portable alors que tu ne me l'as jamais donné. Et petit à petit, les indices s'accumulent. Et en fait, de manière totalement, c'est ça qui est merveilleux, totalement naturelle, ces 2 femmes se disent oui, nous sommes la même à 25 ans d'écart, et l'une va essayer de donner des conseils à l'autre, l'autre va se regarder comme dans un miroir en disant d'accord, donc c'est comme ça que je serai à 45 ans, est-ce qu'il ne faut pas peut-être que je fasse d'autres choix du coup? Et c'est à la fois extrêmement drôle, mais vraiment très très drôle, très bien écrit, et une réflexion très profonde sur le temps qui passe, tout bêtement. Alors on va regarder un extrait de la bande-annonce. Margot. 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 C'est moi dans 20 ans. Elle te ressemble trop pas. Parfois t'es hyper terre à terre. Je te dis que cette fille c'est moi. Je t'imagine. Ouais, je m'imagine des choses vraies. Margot! Je vais pas coucher avec lui, hein. Que tu dis? Non mais je vous signale que je vous entends là. Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot, sa carte bleue, elle passe plus. J'avais même pas fini de payer en plus. Alors on a vu dans la bande-annonce donc les deux comédiennes, Sandrine Kiberlin qui confirme qu'elle est quand même une super actrice de comédie. Sinon notre actrice de comédie. Mais c'est vrai, c'est fou, parce que elle a à la fois juste ce qu'il faut d'étonnement, juste ce qu'il faut de burlesque, cette voix en fait qui décale toujours tout, et c'est fou parce qu'elle a été vraiment la première comédienne de Sophie Fillière, même dans un court-métrage. Exactement, et je pense que l'univers de Sophie Fillière correspond tout à fait à Sandrine Kiberlin, et elle a une manière justement de livrer comme ça les phrases de temps en temps un peu lacanienne. Il faut faire attention à chaque dialogue. Il y a un sens caché ou un sens évident, une merveille de signification dans chaque mot. Et Sandrine Kiberlin les égrène comme des perles, c'est magnifique. Donc tu as rencontré Sandrine Kiberlin pour une petite vidéo que vous pouvez découvrir en intégralité sur telerama.fr, et je vous propose d'en regarder un court extrait. Relax. Relax. Agathe est terrorisée de monter dans cette teuf à la montagne. Moi, j'ai plus peur. Il y a beaucoup de miroirs dans le film, et là, on est en tête-à-tête. Il n'y a pas de miroir, mais c'est comme si elle se regardait à travers moi pour se rassurer. Vous savez, comme quand on s'interroge soi-même sur mais j'ai des raisons d'avoir peur là dans cette teuf qui est tout pourri, on ne sait pas de quand il date, on ne sait pas de quoi il est fait. Et ce qu'elle trouve comme image en face d'elle, c'est moi, 25 ans plus tard, qui lui fait relax. Alors tu parlais de la qualité des dialogues, c'est un des points forts quand même de Sophie Fillière de film en film, et c'est que vraiment, on retrouve vraiment tout son univers. Je disais en introduction, une comédie gentiment fêlée quand même, un peu fantastique en l'occurrence. Ce qui est vraiment très bien aussi dans le film, il y a vraiment, comme toujours chez elle, beaucoup de non-sens, quoi. Enfin, c'est des situations quand même assez étonnantes, et ça passe tout seul. C'est quand même assez fort quand même.
y compris un triangle amoureux dont je me demande si Hollywood ne va pas lui demander immédiatement le copyright, puisque c'est un triangle amoureux entre un homme et 2 femmes qui sont la même. Oui. Moi, je n'ai jamais vu un triangle amoureux aussi insolite. Et surtout, dans ce triangle amoureux, il y a un prince charmant moderne qui est incarné par Melville Poupeau. Et alors ça, c'est chouette aussi. Très crédible en prince charmant. Très crédible. Et Melville Poupeau, il a l'habitude des situations un peu étranges, vu le cinéma dans lequel il joue habituellement, qui est un cinéma d'auteur, toujours un peu barré. Et là, en fait, il est donc comme à la maison, mais avec un charme fou. Donc on découvre en plus que lui aussi, avec sa manière minimaliste là, de balancer les phrases pour être un grand acteur comique à suivre. Révélation de Melville Poupeau à 45 ans. Et alors, dernier très bon point du film, c'est... Et Agathe Modizer, quand même, qui est délicieuse, vraiment. Elle tient la route vis-à-vis face à Guy Berlin. Ce qui n'est pas gagné, quand même. Ce qui n'était pas gagné. Hein. Ouais. Et oui, il faut quand même parler de la mise en scène, parce que Sophie Fillière, on dit que c'est une excellente scénariste, elle écrit des dialogues vraiment super ciselés. Et là, il y a vraiment une mise en scène. Alors, comme toujours chez elle, c'est plutôt discret, mais il y a vraiment des petites touches. Moi, j'ai adoré le traitement de la couleur, en particulier, sur les costumes, où il y a vraiment les échos de couleurs qui se font entre Margot 1 et Margot 2. Voilà, donc vraiment, le film est un petit bijou de comédie. Alors, je dis au début, comédie intello, il faut le prendre au très bon sens du terme, parce que c'est vraiment délicieux. Burlesque une comédie aussi, romantique et alors, ceux qui inhabituelle. Hein, inhabituelle. Et ceux qui connaissaient l'univers de Sophie Fillière, qui étaient habitués, alors là, vont encore plus, je pense, prendre de plaisir que d'habitude. Et ceux qui ne connaissaient pas, il faut vraiment y aller, parce que c'est le film de Sophie Fillière, sans doute le plus réussi, le plus ouvert, le plus grand public, si on peut dire ça. Donc, elle accède à... Vraiment, on lui souhaite d'avoir énormément d'entrées, parce que c'est un film qui mérite d'être vraiment beaucoup vu. Alors, donc vous l'aurez compris, si vous aimez les comédies romantiques subtiles et intelligentes, foncez voir La Belle et la Belle de Sophie Fillière. Alors, on va changer radicalement d'univers avec le deuxième film de la semaine, un autre film français, Chien de Samuel Benchetrit, d'après son propre roman. L'histoire, pour aller vite, un homme en a marre d'être homme et va devenir chien. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Allez, Jacques, attaque. Non. Attaque, Jacques. Non. Allez, attaque. Non. Attaque-moi, je... Non. Attaque-moi. Non. Allez, Jacques, attaque. Non, vraiment, je préférerais pas. C'est assez dérangeant comme film. Oui, non tout à fait. C'est très dérangeant. Donc on avait la belle, maintenant nous avons la bête. En fait, c'est dérangeant parce qu'au-delà de... Alors il y a quelques scènes, il faut prévenir les gens, vers la fin du film, qui sont dérangeantes vraiment au sens propre, c'est-à-dire d'une grande violence. C'est violent, voilà, c'est ça. On va dire que c'est un dressage de chiens d'une manière un Vincent petit peu brutale. McCain, donc, va se faire, au long du film, dresser. Tel un chien, y compris avec violence. Mais c'est un film dérangeant, c'est un film existentiel, mais il ne faut pas que ça te fasse peur non plus, mais c'est un film sur la dépression et à un moment le refus d'être un homme, en fait, dans un monde où de toute façon, tout le monde est maltraité, tout le monde perd son emploi, où votre femme ne vous aime plus, où votre fils vous est indifférent, où on traite mieux. C'est un des propos de Samuel Benchetrit, mais qu'il avait développé en fait au moment aussi où il a écrit le livre, puisque c'est adapté de son propre livre, où on traite souvent mieux son animal de compagnie que le SDF qui est assis dans la rue. Alors finalement... Ou son mari ou son épouse. Voilà. Donc autant se coucher, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire se coucher sur la moquette comme un clébard, et se coucher, se soumettre. Oui, et se soumettre. Oui, c'est ce que raconte le film. C'est en ça qu'il est assez dérangeant, effectivement, c'est comment cet homme qui pas bien méchant à la base et qui résiste pas beaucoup, et là c'est même plus qu'il résiste, il résiste plus du tout. Il résiste plus du tout à la violence du monde. Donc c'est aussi un peu une métaphore du fascisme, de tous les fascismes possibles. Mais c'est un film très beau aussi sur pratiquement la sainteté. C'est-à-dire que il résiste pas parce qu'aussi il a décidé de ne pas être violent. Il ne rentrera pas, lui, dans la concurrence, le combat, le toujours plus. Il refuse de mordre jusqu'à un moment où quand même point. Là, mais il le faut pour sa survie. Mais c'est un film aussi sur la gentillesse absolue. Est-ce que c'est encore possible ? Alors, on ne dit pas comment il termine. Oui, il ne faut surtout pas raconter. C'est possible d'être un gentil absolu, mais il faut accepter d'avoir une certaine place dans la famille. Alors, nos journalistes qui étaient présents au Festival du cinéma européen des arts ont rencontré Samuel Benchetrit qui présentait Chien au mois de décembre, et nous allons voir un extrait de l'entretien que nous a accordé le réalisateur.
Tu veux jouer? Tu veux jouer? Dresseur d'acteurs. Moi, je parlais beaucoup aux acteurs avant, des monologues interminables. J'avais fait un jour du théâtre avec Trintignant, et alors je lui avais dit, bon, attends, il y a un truc qui va pas, il faudrait peut-être que tu sois à ce moment-là, je sais plus, que c'était plus sympathique, quoi, mettons. Et après, j'ai argumenté pendant 20 minutes. Et lui, comme il est très gentil, il m'a écouté. Hein. Et à la fin, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit au début? Je dis, plus sympathique. C'est plus sympathique. Ouais. Je crois que les acteurs, en fait, savent très bien ce qu'ils ont à faire. Donc, depuis peut-être le film d'avant, depuis Asphalt, et je les laisse faire. En tout cas, je ne leur demande plus de se mettre dans un cadre, même si j'ai peux avoir moi une idée un peu de cadre ou d'une chose, mais en général, c'est plutôt vraiment pas mal ce qu'ils me proposent et on en parle. Alors il faut dire aussi une chose sur le film, c'est que je disais que c'était une transformation en chien, c'est pas physique. Hein. C'est-à-dire que c'est Vincent Macaigne qui joue le rôle de cet homme qui ne veut plus être homme. Il n'y a pas des poils qui poussent partout, etc. Voilà, c'est juste dans le comportement. C'est pas un film de John Carpenter, voilà. Non. Mais c'est dans le comportement. Enfin, vraiment, c'est dans la soumission et dans le refus de l'humanité. Mais c'est vraiment un film, en tout cas, c'est un film, en fait, incroyablement contemporain, mais à un point presque comme une espèce de... C'est presque post-apocalyptique dans le décor. On a l'impression que l'humanité a un peu disparu, là, il ne reste pas grand monde. Mais c'est d'une modernité sur l'égoïsme, sur la violence partout, qu'elle soit rampante ou moins rampante. C'est vraiment, pour les gens qui ont envie d'être dérangés, mais de réfléchir aussi sur l'humanité d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment un film passionnant. Passionnant et avec des acteurs. Ouais, et Vanessa Paradis... Voilà, on ne la voit pas beaucoup, mais elle est très impressionnante parce qu'elle a un rôle quand même pas simple. On va juste dire qu'au début, en fait, elle chasse ce pauvre Vincent Macaigne parce qu'en fait, elle fait une allergie à lui. Mais donc, une vraie allergie. Donc, voilà, ça la démange. Et donc, lui, il est très gentil, il s'en va. Et voilà, c'est le début de sa chute, on va dire. De sa chute. Alors, Vincent Macaigne, il est assez formidable dans le rôle. Alors, plus dans le registre épagnol-breton que Doberman, hein, vous l'avez bien compris. Et il y a aussi Bouli Lanners qui joue le rôle. Alors tu parlais d'une métaphore du fascisme, on va dire, c'est un petit peu le SS, c'est lui le bourreau. Qui donc va dresser Vincent Macaigne dans des scènes, là pour le coup, effectivement très dérangeantes, qui relancent le film. C'est le petit bémol que j'apporterai au film, c'est qu'il est un petit peu long à démarrer. Il y a un ventre mou au début dans le magasin de chiens, dans le magasin d'animalerie. Et après, effectivement, une fois qu'on est vraiment dans le processus de dressage, le film acquiert une force et un potentiel malaisant assez impressionnant. Mais même sur le personnage du bourreau, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une ordure, mais en même temps, on voit que c'est surtout quelqu'un qui est d'une solitude mais absolument hallucinante, et qui transforme sa solitude, hélas, en une violence atroce. Mais enfin, bon, alors c'est pas très gai, hein, on est bien d'accord, mais franchement, moi je trouve que c'est un film passionnant. Et la dernière séquence, vraiment, dont on ne révélera pas, mais alors des choix de mise en scène et le choix d'une musique d'une pureté absolue, qui est le prélude de Lohengrin de Wagner, qui accompagne des images extrêmement dérangeantes. C'est une très très belle idée, je trouve, d'accompagnement. Voilà. Donc vous l'aurez compris. C'est une expérience, il faut aimer. Si vous aimez les films un petit peu dérangeants, mais comme Bertrand Blier pouvait vraiment déranger à une certaine époque. À une certaine époque, voilà, vous pouvez aller voir Chien de Samuel Benchetrit. On va passer aux perles de la semaine. Alors, il y a encore beaucoup de films qui sortent cette semaine, donc on en a sélectionné exceptionnellement un troisième film. Ah oui, ça aurait vraiment été dommage de ne pas parler de Radzia. En fait, on va parler de l'actrice et co-scénariste du film, dont elle s'appelle Mariam Touzani. Elle est marocaine et elle joue dans un film que nous avons beaucoup aimé qui s'appelle Radzia. Pourquoi ce film mérite-t-il d'être vu et cette actrice alors, Radzia de Nabil Ayouch, d'abord parce que c'est lui qui avait fait Too Much Love, qu'on avait adoré. Sur la prostitution au Maroc et tout. Là, c'est un film fou. C'est un film mosaïque où il prend énormément de personnages et où il les fait converger vers une violence qui gronde petit à petit, mais c'est magnifique. Il y a un instituteur, il y a une jeune adolescente plutôt riche, il y a une vieille dame qui cherche l'homme qu'elle aime depuis très longtemps. Et il y a ce personnage. Il y a un jeune chanteur aussi qui aimerait devenir Freddie Mercury, qui n'est pas très bien vu au Maroc. Oui, voilà, qui est fan de Freddie Mercury. Et il y a donc Mariam Tounazi qui alors, elle incarne
une femme, alors déjà, elle est belle, mais à tomber, cette femme. Et elle s'est vraiment, je pense, écrit ou coécrit, un rôle qui forcément doit lui ressembler, de femme qui tente d'être libre, et surtout peu surveillée par son mari dans son couple. C'est une femme, son mari lui interdit de fumer, enfin en tout cas ça l'agace. Elle n'a pas le droit de danser de manière un peu trop langoureuse, alors que le problème c'est que dès qu'elle bouge un petit doigt, cette femme est sensuelle. C'est pas de sa faute, elle est belle comme un démon. Donc elle est enceinte, elle va se demander si elle va garder l'enfant parce que ce sera une prison supplémentaire par rapport à ce mari extrêmement misogyne et machiste. Et c'est un personnage magnifique qui traverse ce film et qui traverse des rues et qui traverse des manifestations où il y a des manifestations où des islamistes revendiquent que les femmes ne puissent pas hériter comme les hommes, et il y a des femmes au milieu de cette manifestation qui revendiquent de ne pas hériter comme les hommes. Et elle traverse avec une jupe assez courte, tout son corps débordant de sensualité, elle traverse ces manifestations comme un refus, en fait. Il la filme comme un refus éternel de mettre une femme en boîte. Elle ne fait que traverser des événements violents. À la fin, elle sera encore, alors là, dans une énorme manifestation qu'elle traversera aussi. Et il la filme au bord de la mer, en fait, enlevant un peu ses habits comme ça, comme si elle se délestait de tout le poids de son pays, les pieds dans l'eau. C'est un personnage féminin magnifique, mais magnifique. Alors, elle en parle très bien dans l'interview qu'elle nous a consacrée, ainsi que le réalisateur Nabil Ayouch. C'est une interview vidéo que vous pouvez retrouver, en tout cas pour les abonnés numériques à Télérama, sur télérama.fr dès aujourd'hui. Il faut aller voir Radia. Et aller voir Radia avant ou après. Alors moi, je vais vous parler de reprise en salle des 6 premiers films de Wim Wenders, reprise en copie neuve absolument splendide. Alors Wim Wenders, on sait que sa filmographie malheureusement a beaucoup baissé depuis Les Ailes du désir, ça fait déjà pas loin de 30 ans, mais en tout cas au début c'était quand même quelque chose. Et voilà, donc ces 6 films que j'ai revus là pour il y a peu, et c'est vraiment, ils sont toujours aussi beaux. Beaucoup de films en noir et blanc, voilà, ça raconte le voyage dans l'Allemagne encore séparée par le mur. Ça raconte le rock, ça raconte la fascination du cinéma, la fascination de l'Amérique. Donc ça passe de l'angoisse du gardien de but au moment du penalty en 1971 à l'état des choses. Alors vraiment un film sur le cinéma et les problèmes que peuvent rencontrer la fabrication du cinéma. Le film date de 1981. Franchement, ils tiennent encore très très bien la route, tous ces films. Et Wim Wenders en parle vraiment très bien aussi. Je l'ai rencontré la semaine dernière à la Cinémathèque, où il participait au festival Toute la mémoire du monde. Et il nous a consacré une superbe interview post-it que vous pourrez découvrir dès vendredi sur télérama.fr. À ton tour, Guillemette, on va parler. Alors là, on change, on va faire plus popcorn, on va dire. Mais non, je pourrais dire que moi, c'est mon ami américain. Voilà, très bien. Mon ami américain, c'est donc mon Playmobil chéri, puisque c'est Tom Cruise. Et là, il est dans Mission Impossible Rogue Nation. À voir à la télévision. À voir à la télé. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Alors, ce sera ce dimanche 18 mars sur France 2 à 20h55. Alors donc, c'est le 5e Mission Impossible. Et alors, c'est quand même une licence Mission Impossible qui est à peu près l'une des rares où on dit à chaque fois « Oh, celui-là, c'est le meilleur. Oh, celui-là, c'est le meilleur. » Et bien là, celui-là, c'est le meilleur. Le 5, c'est le meilleur. Donc, de Christopher McQuarrie. Tu te rends compte, Mission Impossible est dissoute. Parce que là, le gouvernement américain en a marre que cette cellule de Ethan Hunt soit aussi indépendante que ça. La cellule est dissoute, ça ne va pas du tout. Ethan Hunt, donc le héros, fait mine de disparaître. Il laisse un peu la place. Donc, dans le film, Tom Cruise laisse un peu la place à Jeremy Renner, ce qui en soi, Tom Cruise qui laisse la place à un autre acteur. Mais tout ça pour effectivement revenir par la bande pour battre une organisation terroriste et criminelle absolument atroce qui s'appelle le Syndicat. Les scènes d'action sont absolument incroyables, le casting incroyable, et surtout, voilà. Ethan Hunt a une partenaire féminine. Qui s'appelle Rebecca Ferguson. Mon Dieu, Rebecca Ferguson, alors qui débarquait d'à peu près nulle part, il faut être honnête, que Tom Cruise est allé chercher en Angleterre, et qui est un personnage féminin, non seulement qui lui dame le pion, qui est d'une classe absolue, qui tire pratiquement mieux que lui, qui lui sauve la vie pratiquement tout le temps dans le film. Donc, Mission Impossible 5 est un film féministe, oui, messieurs, dames. Et cette actrice est fabuleuse. Il y a une scène où, dans un opéra, à l'opéra, où elle a une cible, mais Tom Cruise et Ethan Hunt en a une autre, et puis il y a des méchants partout qui en ont d'autres. Une scène à la fois de fusillade et d'élégance. Elle est dans une robe jaune drapée,
où elle relève juste un tout petit peu sa robe pour pouvoir mettre la cuisse en hauteur et viser. Voilà. Le glamour dans toute sa splendeur. Le tout pendant le temps du grand air de Turandot. Enfin, c'est un très très grand moment de mise en scène. Le film était sorti au moment de James Bond, enfin du James Bond de l'époque, et on était beaucoup à dire que ce Mission Impossible était bien mieux qu'un James Bond. Ce qui n'est pas faux. Alors, je vais terminer. Alors, on change encore une fois complètement d'univers, plus métaphysique, plus mystique. C'est l'intégrale Andreï Tarkovsky en Blu-ray. Ah oui, alors, tu fais les choses. Alors, ça existait déjà en DVD. Là, c'est une édition un peu spéciale pour la première fois en Blu-ray. Ça devait sortir à Noël. Ils ont pris du retard. Ça sort que maintenant. Ça aurait été un cadeau formidable pour Noël. Bon, si vous avez vraiment un cinéphile dans votre entourage à qui vous voulez faire un très beau cadeau, vous lui offrez ça. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment splendide. Vous avez donc tous les longs métrages, les 7 longs métrages d'Andreï Tarkovsky, tous ses courts métrages. Et en Blu-ray, dans une copie absolument splendide. Et vous avez des livres qui accompagnent. Alors vous avez, ça je trouve une superbe idée, ce sont un recueil des affiches qui ont été réalisées dans le monde entier des films de Tarkovsky. Alors ça vous vous rendez compte que le graphisme des affiches des années 60 et 70, c'était autre chose que maintenant, notamment dans les pays de l'Est. C'est vraiment magnifique. Et vous avez un très beau livre aussi, c'est pour ça que ça a pris du retard, ils ont eu du mal à trouver un bon imprimeur. Voilà, avec des photos soit tirées du tournage de Tarkovsky, soit tiré des films, et le tout était accompagné des extraits du journal intime de Tarkovsky, Le Temps scellé, qui sont des textes absolument magnifiques sur le cinéma, la religion, l'homme, le pouvoir. Enfin voilà, c'est vraiment une édition splendide d'un des plus grands cinéastes de l'histoire. Et il y a dedans mon film préféré de tous les temps, qui est Andrei Roublev. Revoyez-le, c'est une splendeur. Voilà, merci Guillemette de m'avoir accompagné cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec à nouveau 2 nouveaux films français dans des registres encore une fois très très variés. Nous aurons Mektoub My Love Canto Uno, le nouveau film d'Abdelatif Kechiche qui a fait beaucoup parler de lui au Festival de Venise, et La Prière de Cédric Kahn, un film très ambitieux et à mon sens très réussi, avec la révélation Anthony Bajon qui vient de gagner l'Ours d'Argent du meilleur acteur au Festival de Berlin. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, bon film. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.